Correspondance, Martine Jacob. C'est un paysage à la Poussin ou à la Hubert Robert. Des bouquets d'yeuses, des vergers d'oliviers, des landes couvertes de thym, des rochers, parfois un peu emphatiques mais couleur de cendre, des lacs de lavande à l'horizon de l'Est, les Alpes en gloire. Vers le sud, Sainte-Victoire et Sainte-Baume, et derrière ces deux saintes, les reflets de la mer blanchissent le ciel. Le pays est haut perché. C'est un plateau qui porte de tendres collines. Dès qu'on le voit, quand on a le goût du silence et de la paix, on sait qu'ici, on va trouver son repos. Jean Giono. Jean Giono naquit le 30 mars 1895 à Manosque et mourut le 9 octobre 1970 dans cette même ville de Manosque, au cœur de cette Provence, où il trouvera l'inspiration et écrira ses plus belles œuvres. Je vous propose 3 textes de Jean Giono, des textes qui évoquent la Provence, ses parfums, ses oliviers, ses us et ses coutumes, ses hommes et ses femmes simples, courageux. Le premier texte, c'est Le village. Le deuxième, Je ne connais pas la Provence. Et enfin le troisième, Le poème de l'olivier. C'est au village que les travaux et les jours ont toute leur noblesse. 4, 5 ou 50 maisons ont pris leurs aises sur le flanc d'un coteau, se sont alignées au bord d'une route, ont choisi les ombres au bord d'un ruisseau. Toutes ont fait leur jardin. Elles ont acclimaté tout de suite les roses trémières, les géraniums, les hortensias, les pois de senteur. Une fenêtre s'est tout de suite tirée sur l'œil, une visière de passes roses, une porte qui a fait son trou dans de la vigne vierge, un banc rustique s'est allongé sous un petit frêne. Les granges tournent leur gueule vers les airs. La grande toiture de chaume, ou de tuiles, ou d'ardoise, a fait son nid dans les feuillages en grattant de ci de là, comme une poule qui veut couver et qui finalement s'accoite dans la paille. La grande toiture s'est accoitée dans les verdures et les ombres, et elle s'est mise à couvert paisiblement pour des siècles. Dans ses greniers, ses étables, ses remises, les retours ténébreux de ses sous-sols et de ses êtres, combien a-t-elle couvé de chevaux, de vaches, de moutons, de chèvres, de volailles, lapins, chiens et chats? Dans ses chambres et ses cuisines, combien a-t-elle couvé d'hommes et de femmes vigoureux et solides? Combien d'hommes patients et lents? Combien de femmes sages et sûres? Combien en a-t-elle couvé de ces êtres qui se servent du soleil et des pluies comme d'outils? Ici, quand il s'agit de vanner, on parle du vent comme d'un banquier. Sera-t-il bon ou avare? Ici, le juron s'adresse aux 4 éléments. Les bagarres sont toutes franchement engagées avec Dieu. La condition humaine se taille directement dans la matière première. Ici, il n'y a ni subtilité ni dialectique. C'est le combat régulier 1 contre 4. D'un côté, l'air, le feu, l'eau et la terre. De l'autre, le 5e élément, l'homme. Et les règles du combat sont écrites dans un contrat vieux de 100 000 siècles. Cet homme lourd, dans des velours et des futaines, de gros sabots, souliers à clous, housseaux et calots de feutre, cette femme, sèche comme un sarment, lèvres minces et bluettes à l'œil, ou celle-ci, grasse et lourde comme pain à la crème, qui se tourne et se retourne lentement sur son travail comme une meule de moulin. Ce sont hommes et femmes qui ont fait front au décret de l'Éternel, sans histoire, avec cette simplicité des vrais courages. Il n'était pas facile d'imaginer qu'on puisse vaincre, même qu'on puisse subsister. Un plus savant aurait même dit qu'il n'y avait pas de chance de pouvoir tenir le coup. Mais ils ne sont pas savants, sauf en une chose. Ils savent qu'il ne faut pas imaginer. Ils se sont mis à l'ouvrage et non seulement ils tiennent le coup, mais ils subsistent et font subsister tout le monde, et finalement remportent la victoire. Pluie, soleil, vent bourrasque, neige, et qu'est-ce qu'ils ont, et qu'est-ce qu'ils sont, eux, sous les toitures de leur village? Ils ont des graines dans des sacs, ils sont des êtres
engagés dans le vrai combat et qui ne savent pas refuser de combattre. Pluie, soleil, vent, bourrasque, neige, ils cèdent de leurs ennemis, ils s'appuient sur leurs adversaires, ils naviguent à la voile dans les colères du Seigneur. Ils prennent des angles, ils loffent et abattent, se mettent à la cape, louvoient, croisent. Tous ces termes de ruse marine leur conviennent. Mais il s'agit d'Amérique qu'ils ne verront jamais, qu'ils ne soupçonnent même pas. Les rivages de l'univers sont plus loin que le point où leur pensée peut atteindre. On les ferait bien rire si on leur en parlait. Traire la chèvre, semer le blé, labourer la terre, faire paître le troupeau, dessoucher, faucher, engranger, manger, transformer sans cesse la matière en matière, voilà la vie de l'univers. Ces hommes lourds dans des velours, ces femmes sèches ou grasses comme pain au lait, ces meules à jupes qui tournent dans les champs, ces sauterelles à faux, à râteaux et à pioches qui frappent, sautent, claquent, dansent ici ou là dans les éteules, les prairies, les labours, ne se croient pas les premiers moutardiers du pape. Et cependant, ils le sont. Il n'y a qu'à les voir déambuler paisiblement à travers leurs bestiaires familiers et cependant fantastiques. C'est avec ces bêtes-là que les chevaliers les plus fameux en courage, les plus chargés en histoire et en romantisme, se sont marqués. On ne compte pas les blasons chargés de moutons, de chèvres, de boucs, d'ânes, de chevaux, aussi bien d'ailleurs que de roses, aubépines, épis, buis et houx, et de chênes, de hêtres, d'oliviers, de mûriers, de cyprès, et de socs, de pioches, de bêches, de herses et de sillons. C'est de l'outil paysan et de la pureté paysanne qu'est armée l'âme des chevaliers les plus nobles. L'armure d'acier n'est qu'une boîte. La panacée universelle qu'elle contient, qu'elle propose au monde des combats, c'est le blason qui en est l'étiquette et annonce sa valeur. Pour peu qu'on ait l'âme jeune, si on vient au seuil des étables et qu'on regarde aux yeux les animaux familiers avec lesquels ces hommes de village font leur vie quotidienne, les légendes vous submergent, les dieux vous entourent. Il va falloir faire son compte avec les premières terreurs de la préhistoire et affronter de nouveau les ténèbres magiques des cavernes. Notre époque d'électricité, ne disons pas plus. Qu'est-ce qu'elle est capable de voir dans un mouton, à part des côtelettes? Et j'ai pris pour exemple l'animal le plus commode. Mais un bouc, personne n'y comprend plus rien. Son odeur vous dégoûte. Que d'impuissance dans ce dégoût. Elle vous terrifie, voulez-vous dire? Pourtant, vous vivez dans ces lupanars parfaits des grandes villes. Il y a ici une santé qui vous a quitté depuis trop longtemps. Vous êtes homme de mots, il est homme de faits. C'est le mot qui affaiblit. Lui ne s'est pas trompé à vos épaules étroites. Le voilà qui se dresse de toute sa hauteur sur ses pattes de derrière. Son admirable visage de reproducteur paisible et savant vous nargue de plus haut que vous. Ne ferez-vous pas? J'en doute. Et quel est celui d'entre vous qui sait se servir d'un cheval? Monter à cheval, me direz-vous, je sais. Grand bien vous fasse, l'homme de village ne sait pas, ou il sait mal. Rarement il se juge sur ce dos onduleux et solide, mais il sait faire amitié et comprendre. S'il parle de bon ou de mauvais caractère, soyez assurés que c'est de bêtes et non de gens qu'il s'occupe. Le bon ou le mauvais caractère d'un cheval est inscrit clairement aux yeux de tous dans les sillons qu'il a tracés, dans la démarche de son patron qui l'accompagne au retour du champ. Si ce soir on entend une dispute, c'est l'homme qui parlera dans l'étable et le cheval qui frappera le sol du sabot. Croyez-vous qu'un tel sera jamais orgueilleux de son fils, de sa fille ou de sa femme? Il sait très exactement ce qu'il peut en attendre. Sa science à ce sujet vous étonnerait beaucoup. Vous seriez tenté de la trouver simpliste, jusqu'au jour où, dans vos propres comptes erronés, vous trouveriez enfin le total de son addition. Fidélité et dévouement dont nul ne peut se passer. Demandez-lui où il les cherche, où il les trouve, dans quoi il s'équilibre, où il prend ses raisons très obscures d'espérer. Mais y en a-t-il quelque part ailleurs de très clair? Vous le verrez ainsi faire sa vie avec les bêtes de paradis, de blasons et de légendes. Faire sa vie d'un bout à l'autre, tout leur demander et ne jamais être déçu. Et si vous croyez qu'il le sait, qu'il suit un plan préconçu et que vous allez m'attraper là,
Changez vos batteries de place, car en effet, il n'en sait rien. C'est bien plus beau. Ce n'est pas un produit de Sorbonne. Le bonheur ici, pour n'être pas si vif, si excitant, si éblouissant que celui qui éclate en spasmes d'or dans les rêves des bâtisseurs de Babel, pour être même, je vous l'accorde, invisible, est le cinquième élément du monde, aussi incontestable et présent que les 4 autres. Manosque, février 1950, Jean Giono. Je ne connais pas la Provence. Quand j'entends parler de ce pays, je me promets bien de ne jamais y mettre les pieds. D'après ce qu'on m'en dit, il est fabriqué en carton blanc, en décor collé à la colle de pâte. Des ténors et des barytons y roucoulent en promenant leur ventre enroulé de ceinture rouge. Des poètes officiels armés de tambourins et de flûtes bardent périodiquement en manifestations lyriques qui tiennent moins de la poésie que d'une sorte de flux colériforme. J'aime la noblesse et la grâce, et cette gravité muette des pays de grande valeur. Non, je n'irai jamais dans cette Provence qu'on me décrit. Pourtant, j'habite les pentes d'une colline couverte d'oliviers, et devant ma terrasse, Manosque et ses 3 clochers s'arrondit comme une ville orientale. La Durance qui coule au fond de notre petite vallée sent déjà s'approcher les grandes plaines du Comtat. Pendant les crues de cet hiver, les hautes barres d'eau qui traversaient notre vallée mettaient à peine 7 heures pour aller à Avignon. Et la montagne de Lure nous abrite. Or, elle bouche le mont Ventoux, et ce pays-ci, je ne le quitterai jamais. Il m'a donné, il me donne encore chaque jour
tout ce que j'aime. On est d'abord touché par un silence qui repose sur toute l'étendue du pays. Sur les vastes plateaux recouverts d'amandiers à l'époque où les arbres sont en fleurs, on entend à peine le bruit des abeilles. On peut marcher des journées entières seul avec soi-même, dans une joie, un ordre, un équilibre, une paix incomparable. Non, pas tous à la fois, mais un à un, vous laissant toujours un ami végétal et fleuri qui vous accompagne un peu plus loin, puis vous laisse, vous ayant confié à un autre. Et ainsi, la terre peu à peu monte et vous fait pénétrer dans le ciel à mesure que vous passez des bras de l'amandier aux mains des tilleuls, puis des châtaigniers, puis des trembles. Et alors, l'ondulation des terres vierges toutes nues se compose devant vous avec les lentes harmonies d'une ivresse divine. Il faut alors quelques pas, et ils ont l'air de parcourir une distance magique pour apercevoir la toiture du monde. Les immenses montagnes avec leurs pentes glacées. Il a suffi d'un jour pour que ce pays vous ait fait comprendre l'organisation la plus noble de la terre. Sa simplicité pleine de sagesse vous a obligé à la plus paisible, à la plus durable des joies. Il vous a entouré d'une logique si éblouissante que vous êtes désormais habité par un Dieu de lumière et de pureté. Mais il prépare votre retour par des chemins noués à des ruisseaux. Rien ne troublera plus votre sérénité. Le mariage de votre âme et de ce pays ne se défera plus. Pour retrouver les hommes, vous n'avez plus besoin de descendre. Vous les trouverez à cette hauteur, silencieux et sévères comme la terre, travaillant dans des champs qui entourent des temples, labourant des vergers d'oliviers au milieu de l'ordre des collines, reposant leur regard par le spectacle de leur village aggloméré comme des nids de guêpes au milieu de la blanche odyssée des nuages. Vous aurez le désir d'être comme eux. Vous entrerez sous la couverture de tuiles du village gris. On vous verra peut-être encore une fois au détour du chemin et puis vous pénétrerez sous la toiture du village et on ne vous verra plus. Comme ces ruisseaux d'eau pure que personne ne voit, qui vivent sous la toiture des montagnes, dans la splendeur des roches profondes, comme tous ceux qui ont disparu ici, dont on n'entend plus jamais parler. Et puis un jour, à la croisée d'un chemin, on rencontre un homme et on se dit « Mais je le connais ». Puis on se dit « Mais non, voyons, il n'était pas si vert ». Ne l'ayant pas reconnu tel que la joie et la paix quotidienne l'ont changé. Il paraît qu'il existe une Provence en feuilles libres. Je ne la connais pas. Jean Giono. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageur de la nuit, moi, qui en ribambelle ai franchi des pays que je ne voyais pas. J'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrennes l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Mais il y a tout au long des marchés de Provence tant de filles jolies, tant de filles jolies,
qu'au milieu des fenouils, melons et céleri, j'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle et croisé des regards que je ne voyais pas. J'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ces filles du soleil qui rient et qui m'appellent le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues. Voulez-vous pas vrai un beau plateau de pêche ou bien d'abricots? Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai un bouquet de lavande ou bien quelques œillets? Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. À la bella putina, à la bella putina, pay, 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 pay. Ce temps des olives, je ne connais rien de plus épique. De la branche d'acier gris jusqu'à la jarre d'argile, l'olive coule entre 100 mains, dévale avec des bonds de torrent, entasse sa lourde eau noire dans les greniers, et les vieilles poutres gémissent sous son poids dans la nuit. Sur les bords de ce grand fleuve de fruits qui ruisselle dans les villages, tout notre monde assemblé chante. Il y a d'abord les blondes chansons des jours clairs et le basson des vieilles femmes et celles qui détonnent, et tous ceux des vergers crient « Hola, hola, quel mal d'oreille !» crient à en faire sonner la colline, et les derniers, là-haut vers les bois sauvages, lèvent les bras pour montrer qu'ils ont entendu. Il y a la limpide clarinette des jeunes filles et les garçons à peine mûrs qui chantent comme des scies. Mais tout ça, tant bien marié que c'en est comme du petit lait et des sorbes. De ce temps, Virgile est là dans les olivettes avec sa palme, se promenant à petits pas. Un mot doux pour chaque chose, l'âne gris qui se frotte les poils dans les chardons, la mule un peu folle qui fait les 400 coups pour le cheval de Marius, et le cheval ne la regarde même pas. La verdelette petite herbe qui sera le blé, le poil en brosse des haies mortes avec une fleur rouge au cœur, une fleur dont on ne sait pas le nom parce qu'il y a tant d'épines et qu'on ne peut pas la prendre. Il y a Virgile et ce bel habit de fil de lin, une chose tant propre qu'on voudrait avoir le cœur fait de ça. Un coup de savon, un plongeon au ruisseau, et net et beau, plus de soucis. Si l'air est âpre, c'est tant pis. Ça, c'est le temps de la cueillette, le temps où l'on traite l'arbre comme on ferait pour traire une chèvre, la met à poignée sur la branche, le pouce en l'air, et puis cette pression descendante. Mais au lieu de lait, c'est l'olive qui coule. Après, il y a la chanson rouge et noire qui gémira dans le bourg tout au long des nuits, sans arrêt, sourde comme souterraine. De grands coups tapés au fond de la terre comme un volcan qui tressauterait, cognant de son point de feu contre la paroi de roche. Une longue plainte avec une tête de fer pointue ondule et vrille l'oreille, entre, et tout son serpent gémissant vient se lever dans la courgette du crâne sous le bonnet de coton. Alors comme on écoute là-bas, dans le fin fond des caveaux, dans toute cette éponge de caves et de cuves sur laquelle le bourg est bâti, sonne la grave mélopée d'un chant qui vient de l'enfer. Ça, pour la pleine nuit, mais à l'heure de chien et chat, on a dit aux petites couturières « Ne passez plus par la ruelle de la vieille boucherie » ou bien « N'allez pas à la rue sans nom ». Ah va, sitôt qu'on a dégrafé le ciseau et qu'on s'est épeluché des fils blancs, sitôt sur la place, les voilà agglutinés bras à bras et se chuchoter et à rire et à pouffer et à se pousser et se chatouiller et se dire « On est grande quand même !» Tant que d'une à l'autre, l'élan venant comme d'une eau balancée, les voilà dans l'ombre à tâter les murs. Les voilà sur la pointe des pieds. La rue sans la vieille bête sauvage.
C'est comme une bauge chaude où dort le cric-croc qui écrase les petites filles en s'éroulant dessus à la façon des vieux sangliers. Le cœur leur remonte à la gorge et tout d'un coup, ah! Tout d'un coup, une porte claque, un jet de vapeur, un ruissellement de lumière. Là-bas, au fond, des hommes nus tout luisants, de grandes vis luisantes aussi qui descendent du plafond et s'enfoncent dans la terre. Des hommes nus cramponnés à des barres comme des désespérés et qui tirent avec tout l'arc de leurs reins. Un grand chant grave, chaud et poisseux, leur souffle son haleine de lion et les voilà comme des hirondelles éparpillées, tout en cris. C'est le temps du pressoir, le temps où autour du pressoir la dure peine écrase l'homme sous ses chaînes. Dans l'ombre, Dante frappe de son poing sec sur un grand chaudron de cuivre. Jean Giono. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.